Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Bonjour, c'est bientôt la Saint-Valentin. Et pour ce deuxième épisode de Belvédère, on va vous parler d'amour. D'amour de l'Isère, bien sûr. Car l'Isère, c'est un territoire qui inspire des passions et des passions qui souvent vous emmènent pour toute la vie. C'est le cas de Christiane Guichard. Pour elle, ça fait 40 ans que ça dure. Elle est tombée amoureuse d'une maison bleue qui était en ruine, qui a été construite au bord de l'Isère, à l'entrée de Grenoble, au XIXe siècle. Un palais des 1001 nuits. On ira ensuite dans les champs barans, les champs bons à rien, où l'on dit ici que la terre est amoureuse. Amoureuse, oui, c'est-à-dire qu'elle vous colle aux pieds. C'est ce qu'on peut lire, du moins, sur les paquets de farine à la marque Isère, issus de la ferme des Loives. Pour Bernard Germain, héritier de cette terre, et sa compagne Thérèse Marion, c'est aussi une belle histoire d'amour pour un terroir authentique et rude. C'est surtout l'amour du bon pain qu'elle confectionne tous les samedis matins à la ferme à partir de leur propre blé. L'exploitation, située dans une ancienne dépendance de l'ordre des Antonins, perpétue un savoir-faire qui date du Moyen-Âge. Et sous ses combles, elle abrite un trésor du XIVe siècle. Pour finir, on partira en Chartreuse autour du fameux monastère avec François Ruby, accompagnateur en montagne, qui lui est amoureux du silence. Voironnais d'origine, il a toujours été fasciné par les Chartreux qui ont fait vœu de silence. Il propose des balades de jour comme de nuit, dans la neige, dans la forêt, dans les pas de Saint-Bruno. Et même si on n'est pas croyant, croyez-moi, on est empli au milieu des grands arbres d'un sentiment de plénitude. On se fait du bien. Alors enfilez vos oreillettes, laissez-vous aller et on vous emmène dans la Maison Bleue. Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère. En arrivant à Grenoble par la porte de France depuis l'autoroute, une fois qu'on a remarqué cette vaste demeure de style néo-mauresque sur les hauteurs, on ne l'oublie plus. On la cherche toujours du regard. Ce palais de Simon Moulet aurait pourtant pu disparaître si Christiane, une jeune artiste qui avait alors 29 ans, n'avait pas décidé de la sauver des ruines. Elle nous attend sur le pas de la porte. Bonjour Christiane. Bonjour. Racontez-moi, c'est une longue histoire d'amour. Vous avez eu le coup de foudre pour cette demeure. En fait, c'est depuis l'enfance, je regardais cet étrange palais qui était vraiment bien cassé, bien issu d'une période triste d'après-guerre. Et ça m'a toujours fait rêver. J'ai toujours imaginé des tas d'histoires. Donc, je suis ravie maintenant de passer de l'autre côté des décors et m'en occuper justement. Au début, c'était pour empêcher qu'elle soit détruite, rasée pour des immeubles de rapport. Et puis, petit à petit, c'est un petit peu un destin insolite. Il y a eu un classement monument historique, ce que j'aurais jamais imaginé. Et tout ce qui découle de ce lieu qui est devenu maintenant emblématique en Isère, au bout, c'est vrai, de 40 ans de travaux. Et ce n'est pas fini. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine de cette maison ? Je crois que c'était un certain monsieur Cochard, qui était un personnage assez excentrique au début du XXe siècle. C'est plus vieux, c'est le milieu du 19e siècle. Il est né en 1803 comme Hector Berlioz, mais il a connu les retours de campagne d'Égypte. Dans l'enfance, lui, il a dû rêver justement, comme Jean-François Champollion d'ailleurs, d'Orient, de mystère, d'autres cultures. Toujours est-il qu'à 52 ans, il a acheté un terrain au bord de l'Isère, qui s'appelle toujours la Guinguette, au bord de l'eau. Et petit à petit, sur le rocher, il a construit, passé commande pour faire une maison
extrêmement moderne au niveau état d'esprit de l'époque, c'est-à-dire qu'il a appelé tous les artisans qui commençaient à faire des expérimentations sur le ciment moulé, le béton, et les roches de ciment viennent juste sous nos pieds, là, dans les galeries sous la Bastille. Donc il a pris ce matériau. Mais il a eu une deuxième originalité, c'était aussi la mode de l'orientalisme, et cette maison est de style fantasy, dit néo-mauresque. On venait de découvrir le ciment et lui, il y a cru, il a fait une démonstration des savoir-faire des artisans grenoblois de l'époque. Donc cette maison, c'est un peu aussi un conservatoire des métiers, parce que pour la restaurer, vous devez faire appel à des savoir-faire anciens et qui ne sont pas tout à fait disparus, mais vous entretenez à les faire vivre. Voilà, il y a un défi et de retrouver des personnes qui vont mettre les mêmes compositions sur le ciment, sur la peinture. Les façades ont toutes été refaites en 2009 pour les consolider. On part toujours d'un principe dans les monuments historiques qu'il faut d'abord consolider, sauver. Donc il y a énormément d'urgence à faire puisque pendant tellement d'années, elle a été à l'abandon. Et surtout, on le voit pour le jardin d'hiver, c'est les explosions des 2 dernières guerres qui ont soufflé entièrement des façades. Alors la Casa Amor, ça dépend comment on l'aime, mais il y en a ceux qui sont sur la technique, sur les premiers ciments, et puis il y en a d'autres, c'est sur l'Orient, mais il y en a surtout cette année, 2021, c'est l'année des lumières, des vitraux, de la polychromie, des photos, des reflets, de la capture de la lumière. C'est comme une redécouverte de cette maison qui était un hommage au temps, à la lumière, aux saisons. De toutes les pièces, on regarde différemment la nature. Cette maison, elle est faite pour rêver. Elle n'est pas du tout confortable. Il fait très froid l'hiver, il fait très chaud l'été. C'est une maison, c'est une aparté. Les architectes des monuments historiques de l'UNESCO ou autres qui sont venus, pour eux, c'est un unicum, c'est une création architecturale et sur les décors. C'est pour ça qu'ils trouvent que c'est d'intérêt public de la sauvegarder, d'en garder le témoignage. Et puis, effectivement, quelques artisans, de temps en temps, ont des commandes d'exception. Et ils se régalent à travailler sur les verbulés, et actuellement sur la couleur ambre, comment elle est projetée dans le jardin d'hiver, qu'est-ce que ça va donner ces lumières sur le sol, sur les murs, sur les végétaux. Et vous avez travaillé d'ailleurs avec un maître verrier grenoblois, Anne Brugirard. Oui, elle est là, ça, elle a peut-être 10e campagne qu'elle fait, parce que nous, au niveau finance, on fait une pièce puis on s'arrête. Et 2 ans plus tard, on fait une pièce et on s'arrête. Non, mais il y a beaucoup de pièces différentes. Alors, il y a celles qui sont de couleur froide, le bleu, le vert du côté est, du côté de la Bastille. Après, il y a celles qui sont au sud, qui sont jaunes. Et voilà. Et l'après-midi, il y a le rouge flamboyant, mais sur les salons qui sont en bas, ou les 2 chambres qui étaient en haut. Mais ce jardin d'hiver, c'est une couleur qui est complètement unique. C'est un défi total en pleine période de Covid de réussir à avoir des commandes de cette exception. D'ailleurs, actuellement, il y avait la commande de la Casa Amor et puis en même temps, au Liban, les palais qui ont explosé à Beyrouth, malheureusement, tristement. Et ce sont aussi des palais ottomans. Donc, on se retrouve des fois entre le matériau, le style, les époques, tout se brouille et les gens nous interpellent, nous envoient des mails, nous apprennent l'histoire de la Casa Amor parce qu'elle n'est pas écrite par des historiens d'art dans des livres. Et nous, on l'apprend grâce à des souvenirs d'anciens habitants ou alors des personnes qui ont voyagé ou des personnes qui vont tilter un sujet dans la Casa Amor qui les intéresse. Les premiers carreaux en ciment teinté, c'est très technique, etc. Ou pourquoi il n'y a pas d'armature dans les colonnes. Et c'est tout un conservatoire à ciel ouvert. Dès le départ, comme j'étais intriguée par le ciment moulé, j'ai fait des recherches et il y a un petit guide, le premier guide de l'orguerie qui est sorti, parce que j'aimais ce mot, cette ruée vers les nouveaux matériaux qu'ont eu les artisans et qui sont allés dans les galeries juste à côté, à la Porte de France.
C'est aussi une maison bleue. Je crois qu'il y a beaucoup d'histoires autour de la couleur bleue. Alors là, c'est encore une autre innovation, mais des fois, elles sont très glamour, les innovations. Là, on a appris petit à petit que c'était une femme qui était peintre à Voiron. Son mari s'appelait Jean-Baptiste Guimet. Le bleu d'outre-mer, c'était le bleu d'une pierre précieuse, c'est le lapis-lazuli. Donc, il était extrêmement cher au fil des siècles. Il fallait aller en Afghanistan, le ramener. Il pesait 1 gramme d'or, valait 1 gramme de lapis-lazuli. Autant dire que les peintres de l'époque, le bleu lapis-lazuli, c'est vraiment un trésor. Enfin, les rois, pour les vierges, les madones, il y avait de l'argent, mais autrement, c'était pas très populaire, c'est très rare. Et là, elle demande à son mari, en voyant sur les fours, bon, il était chimiste, il fabriquait des peintures aussi, pour elle, c'était le bleu des Égyptiens, le secret du bleu des Égyptiens. Et il lui a créé, par amour, ce bleu artificiel, le bleu d'outre-mer. Alors, on va rentrer dans la partie intime de la Casa Mor. Le cœur de la Casa Mor, c'est un salon. C'est un salon, tout est peint. Il y a du papier peint à la main avec la baie de Constantinople, des oiseaux exotiques qui sont là. Mais si on lève le regard au plafond, il y a complètement de la dentelle avec des cœurs, des arabesques. Je ne peux pas tout vous décrire, mais c'est une toile qui est peinte du 19e siècle, extrêmement précieuse, qui vient juste d'être sauvée. Sur un autre angle de cette petite pièce, il y a une cheminée turque. Ça veut dire qu'il y avait des chaufferettes pour pouvoir quand même ne pas se geler sur place et comment ils vivaient à l'époque. Mais tout ça baigne dans une ambiance rouge, c'est-à-dire que tous les vitraux sont rouges. La grande couronne, qui fait que l'après-midi, la grande couronne, elle se projette sur l'eau, sur la baie d'Istanbul qui est peinte juste en face. Je vous ai dit, on passe dans la lumière, dans des travées de lumière, selon les heures de la journée. Alors on continue, il y a au lieu d'entrer, le vestibule, lui, il est jaune, toutes les couleurs, les arabesques, c'est le cœur bleu, le blason de la Casa Mor, ce cœur. Tout est ajouré, mais cette porte d'entrée, c'était une porte d'initiation où on repartait dans la maison et pour découvrir peut-être à droite la salle à manger qui elle-même est peinte avec des papiers peints. Vous voyez cet aspect ruiniste, c'est les derniers états du papier peint à la main et qui ont été extrêmement dégradés par toutes les inondations, les guerres, les 10 ans de clochard. Et nous, on le sauve en gardant des mystères sur les portes. Là-haut, il y a des impostes et il y a des calligraphies qui sont là. Personne n'a pu encore les traduire. Et c'est peut-être de l'amharique, c'est des inscriptions anciennes. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire, les anciens, qu'on arrive dans ce lieu et pour nous faire rêver, comme nous fait rêver avec des palais que vous voyez figurés de partout. Il y a des voilages sur toutes les vitraux, c'est pour protéger, parce que quand il fait trop soleil, pour ne pas faire disparaître les peintures sur papier. Et là est représenté les 3 mariages de Joseph Julien Cochard, c'est-à-dire qu'il est là avec sa dernière femme qui avait 44 ans, lui il en avait 73. Le deuxième mariage, Jeanne-Marie avait 49 ans et lui 48 ans. Elle est au cimetière Saint-Roch à Grenoble, enterrée avec la première femme, on remonte dans le temps, vous voyez, la première femme, cette petite Rosine qui a été mariée à 15 ans et lui, il en avait 29 ans. Tout un roman des Grenoblois. Eh bien, comme vous l'avez compris, nous étions avec Christiane, la dame de la Casa Mor. C'est aussi le titre d'un livre, donc si vous voulez en savoir un peu plus, il a été édité par l'Association des Amis de la Casa Mor. Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère. Nous voici partis dans les champs Barons, dans les terres froides. On a traversé le village de Roibon avec sa statue de la Liberté qui a été offerte par Bartholdi. Le paysage aujourd'hui est tout ruisselant de pluie, mais dans la brume, on distingue la vue magnifique sur le plateau. Et surtout, on remarque l'architecture typique de la bâtisse en pisé et en galets roulés. Bernard est né ici, dans ce domaine agricole, et il est avec sa compagne, Thérèse. Bonjour Thérèse et Bernard, nous sommes ici chez vous à la ferme des Loives, à Roibon. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce lieu ? C'était une ferme des Antonins,
Enfin, au tout début, c'était même un hôpital des Antonins. Ils soignaient le mal des ardents, de la maladie de l'ergot de seigle. Après, ça a été une de leurs fermes, même une grosse ferme apparemment des Antonins. Et à la Révolution, ça a été vendu, ça a été passé dans le domaine privé. Et donc, on a une salle qui est peinte parce que les Antonins, à l'époque, étaient diplomates. Et ils ont réuni toutes les familles importantes du coin. Et ils ont fait une salle peinte, pleine de blasons. Donc d'un côté nord, c'est les familles importantes du Dauphin. Et du côté sud, moins importantes. Et aux extrémités, en fait, c'est des fresques. Et les fresques ont été classées de 1347. Donc la charpente a été refaite. À l'époque, elle était apparemment en carène de bateau renversé, comme au Palais des Papes à Avignon. Et toute la charpente était peinte. Ils ont repris des poutres pour refaire la charpente et on voit encore des traces de peinture sur les charpentes. Comme là on en voit un derrière. Tout le monde m'avait dit que c'était en carène de bateau renversé. Il y a quelques mois, là, j'ai eu des personnes qui étaient spécialistes du Moyen-Âge, c'était de la France entière, là, ils étaient une dizaine. Et en fait, ils m'ont dit que la charpente devait, à l'époque, encore pas être comme ça, parce que les fresques sont en pointe, alors qu'en carène de bateau renversé, ça devrait être ronde. Donc des théories, il y en a autant que des personnes qui viennent. Comme dit ma belle-mère, dans cette pièce, on y est très très bien. Alors pour quelle raison, hein, je ne sais pas, mais... Voilà, elles ont été faites par l'abbé Lobé, il y a son blason qui est là aussi, qui est en dessous de la fresque de Saint-Georges qui terrasse le dragon, avec la princesse Tibizone. Donc la princesse est noire, il y a eu une grosse polémique avec ça. Apparemment, ils ont fait des études de peinture, c'est la peinture qui a viré avec le temps. Donc au départ, elle devait être blanche. Voilà, vous avez eu plein de polémiques avec... C'est dommage. Voilà. Donc ici, c'est un domaine agricole depuis le Moyen-Âge. Ça fait 500 ans qu'il y a une exploitation ici. Voilà, tout à fait, exactement, oui. C'est une maison qui a été installée ici par rapport à son potentiel agricole et puis sans doute aussi par rapport à son positionnement pour pouvoir se défendre, parce qu'au tout début, il y avait un mur d'enceinte qui allait assez loin jusqu'à Montfalcon. Mais donc, depuis le début, de toute façon, c'est agricole, quoi. Ça a été agricole, c'était une ferme. C'était une ferme, mais qui en même temps accueillait les personnes qui étaient malades. Les Antonins accueillaient les personnes qui étaient malades. Mais à l'époque, en fait, ils avaient une 40aine d'hectares de terre. C'était une ferme qui était vraiment très très importante et où ils faisaient beaucoup de beurre. Il y avait aussi un canal d'irrigation qui permettait donc d'irriguer les terres qui sont disposées donc en dessous de la maison. Comment avez-vous découvert cette maison? Ça a été un coup de cœur? Alors écoutez, moi je ne l'ai pas découvert, voilà, donc ça a été un héritage, on va dire, puisque c'est donc ma famille, mon arrière-grand-père en l'occurrence, qui l'a acheté juste après-guerre, voilà, et qui a donc été transmis de génération en génération. Il y a eu des périodes assez dures, où les toits étaient vraiment en très 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 mauvais état, et donc mon père a pu intervenir, et voilà, on a la chance, même si la maison n'est pas vraiment très belle d'aspect, du moins dans les détails au niveau des fenêtres et des planchers, mais elle est toujours là, disons, intacte. Oui, vous avez ici un beau patrimoine classé au monument historique. On voit avec une architecture vraiment typique de la région, les galets roulés, le pisé. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que nous, on a l'habitude maintenant. Moi, j'ai vécu dans cette maison depuis pas l'âge de ma naissance, parce que en fait, la propriété était assez importante. Il y avait deux exploitations, disons, où on habitait dans l'autre exploitation. Et donc, c'est vers l'âge de 5-6 ans que nous sommes venus s'installer ici. Moi, j'ai repris donc l'exploitation, en fait, assez naturellement, parce que mon père avait beaucoup travaillé, était handicapé énormément d'un bras, d'une polio. C'est tout naturellement que ça s'est fait, donc depuis l'âge de 15 ans, donc je suis sur l'exploitation. Et donc je me suis installé, voilà, officiellement en 94, mais officieusement, voilà, ça fait
déjà quand même beaucoup plus que ça. Mon père a pris sa retraite, a pu prendre sa retraite, et j'ai repris avec ma maman aussi, hein, qui a beaucoup aidé. On a essayé de remettre un peu, l'exploitation était quand même en difficulté, autant du point de vue financier que tous les aspects entretien des terres, des bâtiments. Donc on a remonté un peu tout ça, et puis donc Thérèse aussi est arrivée donc en 2002, et donc on est allé un peu plus vite au niveau de l'évolution. Alors d'ailleurs, on a découvert vos produits qui sont labellisés Isère dans la box Isère, dans un panier donc garni de bons produits, et on a découvert comme ça vos pâtes au safran. Et j'ai regardé, j'ai vu que vous produisiez plein de choses vous-même ici. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous en êtes venu à fabriquer des pâtes et puis d'autres choses? Moi déjà j'adore le pain. Je ne mangerai que ça. Ça m'agaçait d'acheter du pain aussi banal, d'autant plus qu'on faisait des cultures de blé améliorant et qui étaient notamment destinées pour les pains banettes, je crois. Et donc tout ça m'agaçait un petit peu. On avait donc émis cette hypothèse, et donc Thérèse s'est pris au jeu, quoi. Même du coup, moi maintenant, je lâche prise complètement parce que ça me dépasse un peu maintenant. En 2012, je me suis installé et il fallait trouver une activité complémentaire pour l'installation. Donc on a décidé de faire du pain. Donc de transformer une partie de notre blé, qui sont sur des terres au milieu des Champs-Barans. C'est des terres qui n'ont jamais été cultivées de façon intensive. Donc aujourd'hui, on mène ces cultures sans produits phyto, sans rien du tout. On y met de l'engrais quand on a besoin, mais on n'est pas en bio, mais on mène les cultures d'une façon extensive. Et ces cultures-là, on les transforme en farine pour le blé tendre et puis en semoule pour le blé dur. Donc avec le blé tendre, on fait du pain, des viennoiseries, des brioches. On met la farine à la vente aussi. Et puis les pâtes, on les transforme. Le blé dur, on le transforme en semoule et on en fait des pâtes qu'on vend à la ferme et puis dans différents petits réseaux. Toute la farine est faite par contre sur moulin à meule de pierre. En fait, le grain de blé, il ne sort pas de l'exploitation. Oui, vous avez créé même une boulangerie il y a quelques années avec un four à pain et vous le vendez tous les samedis en vente directe. Du pain, mais aussi des viennoiseries, je crois. Tous les samedis matins, oui, la ferme est ouverte. Il y a une boutique sur la ferme où on vend le pain, les viennoiseries, brioches et toutes sortes de choses selon mon idée du jour. On n'a jamais eu cet esprit de vouloir faire de la publicité. L'idée, c'était surtout de maîtriser le produit. Enfin, disons, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, on va dire. Et donc, on n'a jamais fait de publicité. Et tant mieux, parce que c'est vrai que la simple progression que nous avons naturellement, elle est déjà assez dure à gérer, en fait. Hein, parce qu'on augmente sans arrêt. Et donc, ça nécessite auparavant d'être préparé à ça. Donc, tant au niveau matériel qu'organisation. Mais bon, là, voilà, c'est vrai que le produit, maintenant, il est maîtrisé. Voilà, maintenant, c'est Thérèse qui décide de son évolution, en fait. Et vous faites également des pâtes, alors au safran. Elles sont particulières, vos pâtes? Est-ce que vous pouvez nous les raconter? Donc, en fait, les pâtes, elles sont extrudées et en fonction de la filière qu'on met au bout de l'extrudeuse, on a différentes sortes de pâtes. Aujourd'hui, je fais 4 sortes de pâtes un peu traditionnelles, on va dire. Des fusilli, des chifferi, des cinesini, des campanelles. Et autrement, je fais des linguines, des tagliatelles et des spaghettis. Mais pour l'instant, j'ai pas un conditionnement qui me convient exactement, donc mis à part en vrac, j'en vends pas beaucoup. Parce que j'en ai peu mis en distribution dans les magasins, quoi. En fait, on est confronté à plein de problèmes au fur et à mesure, comme je disais, de l'évolution. Donc il y a déjà la fabrication du produit, essayer d'arriver à quelque chose qui soit bon. Et puis après, comme l'emballage, eh bien parfois ça prend des tournures dont on ne soupçonne pas, en fait. L'étiquetage aussi, l'ensachage. Voilà, toutes ces choses-là. Alors quand on en fait quelques-uns, ça va. Puis après, quand on commence à en faire plus, on se dit, mince, oui, quand même. Des fois, c'est un travail un petit peu
astreignant, pas très valorisant non plus, hein, en fait. Donc, tout de suite, on se pose des questions. Il faudrait acheter ça. Ah oui, en fait, voilà, c'est un jeu auquel on s'habitue même au bout d'un moment. Eh bien, merci beaucoup pour votre accueil dans votre superbe domaine agricole. Et je vais d'ailleurs très bientôt revenir un samedi matin pour sentir l'odeur du pain. Eh bien, merci de votre interview et puis à très bientôt. Au revoir. Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère. Nous voici maintenant dans le désert de Chartreuse. Vous connaissez la Chartreuse ? C'est un massif de montagnes, un ordre monastique, c'est aussi une fameuse liqueur de couleur verte, c'est aussi une forêt grandiose. C'est ici qu'il y a 2000 ans, un jeune moine allemand empli d'amour divin, Bruno, est venu s'installer avec quelques frères. Aujourd'hui, c'est François qui nous guide sur ses traces, en raquette, dans la neige, en silence. Chut, on l'écoute. Dans un premier temps, j'avais envie d'être là. C'était la vie des Chartreux qui m'interpellait. Ce qu'ils vivaient, leur choix de vie et pouvoir leur donner des explications et moi essayer de répondre à mes propres interrogations. Et ça, c'est infini. Mais ce sujet était un petit peu trop clivant à mon goût puisque les Chartreux, c'est un ordre monastique, c'est un ordre chrétien. Et j'étais un petit peu gêné vis-à-vis des athées ou peut-être des gens qui avaient des attitudes peut-être un petit peu intégristes par rapport à l'Église, qui avaient des a priori, des préjugés. Et ce qui m'intéresse avant tout aussi, c'était partager ce moment-là avec toutes les personnes. On peut aussi prendre la vie des Chartreux comme étant une quête d'excellence. Et l'excellence, elle est partout chez nous. Elle peut être dans le sport, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale. Et c'était cette ouverture que je souhaitais, pouvoir partager ça avec des gens de toute croyance ou de non-croyance, et puis le faire sur le ton de la bienveillance, de l'écoute, du respect des différences. C'est quand même mon choix de vie, c'est mon chemin de vie, même j'ose le dire, même si je suis toujours très à côté et pas dessus, je ne suis pas un saint, bien au contraire. Donc, j'ai choisi le thème du silence comme porte d'entrée. Après avoir rencontré Philippe Boyer, qui est le patron de la corrie, qui m'a parlé du silence. Et j'ai trouvé que le silence était une porte d'entrée assez extraordinaire pour justement aller tout en douceur vers le monde des Chartreux. Bonjour, je m'appelle François Ruby, je suis accompagnateur en montagne et moniteur de ski nordique, revenu en Chartreuse il y a maintenant une dizaine d'années, après y avoir passé mon enfance. Et j'organise tout au long de l'année, que ce soit l'hiver, l'été, le printemps, enfin toute l'année, des marches du silence autour du monastère, que ce soit de jour ou de nuit. Bonjour, je suis Nathalie, je suis intervenante en arts plastiques. Et depuis plusieurs mois maintenant, je participe aux marches silencieuses de François, qui sont pour moi une source d'inspiration dans le cadre de mon travail, soit auprès des enfants, soit auprès d'un travail plus personnel dans ma peinture. Je suis sur un chemin, je fais cette balade. Il m'arrive parfois de partager 5 minutes ou 10 minutes de marche avec un moine parce que j'ai trouvé quelque chose par terre et puis j'ai pu lui ramener ou de les apercevoir. Il ne faut surtout pas avoir de plan de carrière quand on fait ce genre de balade, quoi. D'abord, les moines n'ont pas de plan de carrière et moi non plus. Moi, c'est quelque chose que je vis au quotidien, au jour le jour. Tout ce que la nature me propose, je le prends. Et une rencontre, effectivement, je ne peux pas nier le fait que participer aux matines, être là, les entendre, passer une nuit
me comblerait, ça me ramènerait peut-être à une vie antérieure, les quarts de nuit sur un bateau au milieu tout seul. En fait, cela me fait penser à un moment aussi dans ce que dit François quand il dit qu'il visualise la vie des Chartreux. Un jour, on a fait une marche silencieuse nocturne et donc nous étions sur un point de vue au-dessus du monastère quand une petite lumière s'est allumée. Et donc on est resté là, la lumière est restée longuement allumée et on s'est imaginé un Chartreux insomniaque qui commençait à lire. Nous sommes juste au-dessus du monastère qu'on appelait le monastère d'en bas, où dans un premier temps ont vécu les moines convers, c'est-à-dire les frères. Il faut savoir que Bruno avait vécu d'une certaine façon, et c'est que quelques 30 années plus tard que Guigues a organisé un petit peu l'ordre au moment où d'autres monastères, d'autres chartreuses étaient en train de se créer. Et donc, dans l'organisation, il y a les pères, il y a les frères, les convers, on les appelle aussi. Et les convers étaient ceux qui assuraient les tâches matérielles, pendant que les pères vivaient le côté spirituel. Et c'était un échange de services entre les pères et les frères. Et les frères habitaient donc à la Corrie, dans le monastère d'en bas, qui était l'entrée, en fait, du désert. Nathalie, vous êtes d'accord ? J'ai un texte que j'aime beaucoup, c'est vraiment un texte d'introduction, c'est un texte... j'ai envie de dire facile, bon, j'aime pas bien ce mot d'ailleurs, facile. Mais en tout cas, c'est un texte qui répond à beaucoup de questions, aux questions que les gens posent quand on fait le tour. Je peux même vous donner des exemples encore plus caricaturaux. Une personne me fait remarquer un jour, le jour de la journée du patrimoine, me fait remarquer qu'il ne trouve pas normal qu'il ne puisse pas rentrer dans le monastère parce que c'est lui qui paye, ce sont ses impôts. Voilà le genre de questions ou de remarques parfois qu'on peut entendre. Et ce texte, bon, il est un tout petit peu plus fin quand même que ce genre de remarques, mais les questions sont très très courantes. Alors Nathalie, si vous êtes d'accord, je vous propose 2 questions à laquelle vous pourrez répondre. Vous êtes d'accord ? Alors, je suis à la place d'une journaliste qui se fait appeler Lily Sans-Gêne, qui dit « Je ne vois pas la différence entre les moines chrétiens et les moines bouddhistes. Ils font la même chose finalement, c'est-à-dire rien. » Les moines bouddhistes partent de l'idée que ce monde est une illusion et que le bonheur est de l'oublier. Les moines chrétiens voient les choses tout autrement. Pour eux, le monde est la création de Dieu. Leur désir du ciel donne une saveur fantastique aux choses de la terre. Il s'agit d'arriver à voir ce monde comme Dieu le voit, avec un cœur purifié de toute envie de destruction, de domination, de vanité. La prière est un art, l'art de voir autrement, de voir comme Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu, dans la Bible, qui fait l'essentiel de la prière du moine chrétien, est si importante. Et c'est aussi pour cela que le travail des moines n'est pas d'abord économique. Les moines chrétiens, depuis des siècles, ont non seulement conservé, mais aussi créé de la culture, de la beauté, de la joie, de l'art de vivre. Ils ont modifié les paysages, apprivoisé la nature, transformé les déserts en lieux de paix. Le moine chrétien aime ce monde, parce qu'il est le signe ici-bas d'une autre réalité, d'une promesse qui commence à s'accomplir. Nathalie, j'ai une deuxième remarque, alors c'est la fin en fait de l'interview, et celle-là je l'aime beaucoup parce que... Enfin je l'aime beaucoup, voilà, c'est tout. Je vous pose la question à la place de Lily, toujours Lily Sans-Gêne. Normal qu'il n'y ait plus de vocation aujourd'hui. Qui voudrait aller s'enfermer toute sa vie entre 4 murs pour ne rien faire que prier ? Ce n'est pas très vendeur comme concept à notre époque. Oui, c'est tout à fait normal qu'il y ait si peu de vocation. Pas vendeur pour dessous le concept. Tout à fait exact et tant mieux. Difficile de placer le don de sa vie entre un paquet de croquettes pour chat et un parfum de luxe. C'est vrai que nous ne jouons pas sur les tentations comme tout ce qui se vend aujourd'hui. Le goût de l'aventure et le désir de la vraie liberté n'ont jamais fait courir les foules. Ce que le monde n'a pas compris, c'est que la vie entre 4 murs, ça limite seulement la dimension horizontale. Il nous reste la profondeur et la hauteur. Cela limite donc l'offre aux diamants et aux étoiles. Pas si mal quand même.
Merci beaucoup Nathalie. Il y a deux phrases, deux choses qui m'intéressent particulièrement. Quand il parle d'aventure et de liberté, il replace ces deux mots dans un contexte autre que ce qu'on pourrait appeler l'aventure vue par Red Bull, les télévisions, les médias, et la liberté par notre comportement de plus en plus individualiste. Et ça, j'aime particulièrement. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous êtes OK avec tout ça? Vous avez quelque chose à nous proposer? Moi, je dirais qu'une seule chose, c'est que choisir la joie, c'est trouver la liberté. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Merci, au revoir, on espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, retrouvez-nous sur votre plateforme de podcast préférée et abonnez-vous pour la suite, on vous emmènera, surprise, en Isère. Cet épisode a été produit par le département de l'Isère. Il a été réalisé par Émilie Vadel, assistée de Maria Chernenko du studio de création sonore Skadienko. La musique est une création originale de Denis Morin, Vague Imaginaire. Ce podcast n'aurait pas pu voir le jour sans le concours de Christiane Guichard, Thérèse Marion et Bernard Germain, François Ruby. Retrouvez-nous sur le site isère.fr pour être informé de nos prochains rendez-vous et à très bientôt.